Alors, je mets. Voilà. Alors, ça reprend. Et voilà. Bien, nous allons donc reprendre cette matinée avec un deuxième panel qui va nous permettre d'aborder l'histoire on va arriver au monde des congrégations. Alors, pour ce qui est de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, congrégation séculière, et donc nous donnerons la parole en premier à Zakaria Hilal. Et puis après quoi, nous aurons dans l'ordre, je crois qu'on va respecter l'ordre qui était prévu, nous aurons donc les dominicains avec le frère Jean-Michel Potin, nous aurons les jésuites avec Barbara Baudry, et donc je le dis, nous ne referons pas la querelle de la grâce entre les dominicains et les jésuites. Puis on verra, mais comme je le rappelais à Barbara Baudry, il y a eu au mois d'octobre dernier un passionnant colloque sur jésuites et jansénistes au miroir de l'autre, et ça s'est très bien passé, avec même une présentation à deux voix et de la bibliothèque de Port-Royal et des archives de la Compagnie de Jésus. Donc je pense que voilà, il y a un esprit de concorde qui est intéressant. Et également, nous finirons par les Capucins avec Madame Rosen de Larenberg. Nous avons un peu de retard, comme cela a été dit, et je suis chargé de modérer, donc je serai impitoyable sur les 10 minutes. Je donne tout de suite la parole à Zakaria Hilal pour nous présenter les archives de Saint-Sulpice. Bonjour à tous, je suis donc Zakaria Hilal, conservateur des archives de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, mais également de la bibliothèque Jean-Jacques Ollier. Donc on se situe au niveau d'un service d'archives historiques qui est complété parce qu'il y a un continuum logique avec toutes les collections de la bibliothèque. Ce qui caractérise nos collections, c'est que on a beaucoup de nos fonds ont survécu aux saisies révolutionnaires et je dirais même plus aux saisies de la séparation des églises et de l'État. Alors le fait marquant pour le séminaire Saint-Sulpice, parce que la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice est une association de prêtres qui se forme au milieu du XVIIe siècle, en 1641 exactement, sous la houlette de Jean-Jacques Ollier, prêtre diocésain de Paris, qui fonde un séminaire, ces fameux établissements de formation qui sont tant demandés par le Concile de Trente en 1563. La deuxième moitié du XVIe siècle se caractérise par un échec des séminaires épiscopaux que les évêques tentent d'établir un petit peu partout en France. Et on a cette réaction dès le début du XVIIe siècle de toutes ces nouvelles congrégations séculières et ou religieuses qui s'approprient la question des séminaires, dont la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Donc, je vais passer par rapport à nos collections, la description de nos collections sur la partie qui va concerner comment dire, les fonds qui concernent l'Ancien Régime, parce que là, il y aurait beaucoup à dire, et comme le sujet étant de faire de l'histoire contemporaine, je vais partir de la Révolution. Donc, le fait marquant que je voudrais prendre comme point de départ, c'est le fait que on constate dans le diocèse de Paris, donc diocèse de Seine à l'époque, jusqu'en 1966, que le diocèse de Paris se choisit comme séminaire diocésain le séminaire Saint-Sulpice. Ce qui n'était pas le cas sous l'Ancien Régime, parce que le séminaire officiel du diocèse de Paris sous l'Ancien Régime était le séminaire Saint-Nicolas du Chardonnay, tenu par les Nicolaïtes, et le séminaire Saint-Magloire, tenu par les oratoriens. On a ce basculement-là au début du Concordat, sans doute aidé par la figure assez incontournable de Monsieur Emery, qui est le supérieur général de Saint-Sulpice, qui a permis d'accompagner la compagnie pendant comment dire, la tempête révolutionnaire. Donc on se retrouve avec un séminaire qui est érigé avec ce statut de séminaire diocésain. Et j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment à partir de là, à partir de cette donnée-là, on sera susceptible d'attirer plusieurs de vos chercheurs, j'imagine. Euh, donc, séminaire diocésain de 1801 jusqu'à la période de Lustiger, donc la fin des années 80.
donc une période tout à fait récente. Je pense, à mon avis, en tant qu'archiviste de Saint-Sulpice, que c'est un sujet assez méconnu, enfin assez pas assez étudié, du moins parce que se rend compte qu'on n'attire pas assez de chercheurs et de fait parce qu'on a une problématique aussi de prise de conscience par rapport à la transition numérique un peu tardive à Saint-Sulpice. C'est pour ça que je posais cette question au père Sologou pour voir s'il était à l'Institut catholique, si on était dans la même, mais c'est le cas dans beaucoup de congrégations religieuses, où on a vraiment des trésors qui sont pas valorisés et qui sont donc du coup qui passent à la trappe pour beaucoup de chercheurs. Euh, donc, ce qui va caractériser nos collections, ça va être du coup la question des séminaires. On a le séminaire Saint-Sulpice qui sert de modèle, qui a toujours eu ce statut de séminaire interdiocésain avant l'heure dès l'Ancien Régime, et qui sert de modèle à à beaucoup de séminaires, parce on a le séminaire Saint-Sulpice à Paris, on parle également de séminaires sulpiciens en province, c'est-à-dire que les évêques dans les diocèses appellent depuis le XVIIe siècle les sulpiciens pour prendre en charge leur séminaire diocésain. Donc on va avoir des fonds qui vont caractériser le séminaire diocésain de Paris sous la période concordataire, mais on va aussi avoir des fonds liés au séminaire pris en charge par Saint-Sulpice, et là qui peuvent potentiellement aussi attirer des recherches pour tous les diocèses. Donc, si on part de la Révolution, la figure marquante, avec Monsieur Emery, on a une le fonds Emery est très important. On a une compilation qui a été faite dans les années 1830, euh, une espèce d'enquête lancée par l'archiviste de l'époque à tout le clergé de France parce que le clergé de France avait été marqué par le rôle de Monsieur Emery qui conseillait tous les évêques de France et de Navarre. Donc cette compilation sur ce qu'on appelle les matériaux pour la vie de Monsieur Emery est largement sous-étudiée. Et à mon avis, elle gagnerait à l'être davantage euh, pour bien des raisons. Par exemple, l'une d'entre elles, je ne sais pas si vous parlez beaucoup de l'histoire de l'université impériale en histoire contemporaine, mais là, on a un vrai sujet, parce que M. Emery avait été nommé conseiller à vie de l'empereur pour refonder cette université qui avait été dissoute par la Convention nationale en 1793 et qui est donc refondée en 1808. Et là, le sulpicien Monsieur Emery joue un rôle fondamental et qui est sous-exploité très largement. Par exemple, la question, voilà, de l'histoire de l'université impériale. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, une histoire, pourquoi pas, du séminaire diocésain de Paris de 1801 à Lustiger, lorsqu'il ouvre la maison Saint-Augustin en 1984 qui prend ses distances avec Saint-Sulpice. Il les prend aussi avec l'Institut catholique de Paris, je tiens à le préciser. Euh, on peut aussi penser toute la question des guerres pour la période contemporaine, et on peut penser à une histoire religieuse de la Commune de Paris. Là, on va avoir un petit fond parce qu'on a un diacre martyr qu'on considère comme martyr, Paul Seigneuret, qui est tombé donc pendant les troubles de la Commune. Et là, il y aurait aussi, voilà, ce sont des fonds qui pourraient compléter les archives publiques. Mais aussi le fait de retrouver les prêtres sulpiciens et les séminaristes de Saint-Sulpice ou des séminaires pris en charge par Saint-Sulpice dans les tranchées pendant la Grande Guerre, ou encore les anciens élèves du séminaire Saint-Sulpice, donc devenus prêtres et qui se sont portés volontaires pour aller euh, dans les camps du STO. Donc là aussi, on va pouvoir documenter de potentiels chercheurs. Euh, Après, il y a toutes les questions liées à la crise moderniste qui ébranle l'Église de France depuis l'extrême fin du 19e siècle jusqu'au au moins jusqu'au
jusqu'au milieu du XXe siècle. Je pense aux affaires Touzard ou aux affaires Brassac, mais voilà, il y en a d'autres. Parce qu'on trouvait quand même chez les Sulpiciens beaucoup de biblistes qui enseignaient à l'Institut catholique de Paris. Et donc voilà, le rapport aux sciences bibliques change avec la crise moderniste et, et prend un nouveau tournant dans le courant du XXe siècle. Là, ce serait d'autres potentiels sujets de recherche. Euh, on aurait des sujets éventuellement sur les règlements du séminaire Saint-Sulpice à l'épreuve du Concile Vatican II. Qu'est-ce qui change dans cette période de mutation qui caractérise le milieu du XXe siècle des sociétés occidentales? Pourquoi est-ce que les séminaristes abandonnent la vie cléricale comme le demandaient les anciens règlements? Pourquoi est-ce que la liturgie change? Pourquoi? Donc il y aurait beaucoup de choses à étudier, ne serait-ce que dans les règlements des séminaires pris en charge par les Sulpiciens euh, avec des approches comparées entre le séminaire Saint-Sulpice de Paris qui sert de modèle et les séminaires diocésains pris en charge par les Sulpiciens. On pourrait aussi penser à une histoire de la formation religieuse dans les séminaires après la Révolution française et essayer d'étudier quelles sont les ruptures et les continuités avec l'Ancien Régime. Euh, ça me fait le lien avec l'histoire de l'Université de Paris. L'histoire de l'Université de Paris, puisque sous l'Ancien Régime, le, le séminaire Saint-Sulpice envoyait ses séminaristes profiter des enseignements de la faculté des arts et de la sacrée faculté de théologie. Mais comme il y a ce bras de fer qui caractérise le 19e siècle entre le pape et l'État français, vous savez que Napoléon refonde des facultés de théologie d'État que le Saint-Siège ne reconnaîtra jamais. Là, il y a potentiellement un énorme sujet qui, à mon avis, est quand même voilà, sous-exploité au niveau de la recherche. Et puis, ça fait le lien avec l'histoire de l'émergence des universités catholiques lorsque le gouvernement Ferry supprime les crédits de ces fameuses facultés de théologie qui disparaissent donc, dans les années 1880 et dont la cinquième section de l'EPHE se revendique l'héritière, tandis que l'Institut catholique se revendique héritier de la Sacrée Faculté de Théologie d'avant 1793. Voilà, potentiellement des sujets de recherche à ouvrir en rapport avec l'histoire des séminaires, l'histoire de la formation religieuse. J'ai pas vraiment eu le temps de vous déployer. Donc, sur le site du Généralat, des Archives générales de Saint-Sulpice, vous avez des instruments de recherche sous forme de AD. Alors, pour l'instant, ils sont très peu les arborescences sont très peu renseignées, mais voilà, c'est des instruments de recherche qui fonctionnent en système de poupée russe où vous déroulez les différentes séries et puis vous pourrez avoir une vision d'ensemble. Voilà. Mais l'informatisation est en cours. Nous sommes très peu, une personne et demie pour y travailler, mais voilà, on a une grosse prise de conscience au niveau de Saint-Sulpice par rapport à la nécessité de valoriser ces collections qui sont très précieuses pour l'histoire de France et de l'Église de France. Voilà. Merci infiniment. Je vous remercie. Je confirme ce que vous venez de dire et l'excellent accueil aussi que l'on reçoit quand on vient aux archives de Saint-Sulpice. Et également des surprises qu'on peut avoir de temps en temps. On disait tout à l'heure l'intérêt d'avoir des inventaires bien constitués, mais le bonheur de la recherche, c'est aussi d'ouvrir un carton et de trouver des choses qu'on ne s'attendait pas à trouver. Il y a également un fonds Frecinus, dont vous n'avez peut-être pas mentionné, mais sur lequel j'ai travaillé dans vos archives et j'y ai retrouvé des choses tout à fait inattendues qui étaient jusque-là passées inaperçues. Sur le Frecinus. Ah ben je reviens, ah oui, ça certainement. Bien, nous allons maintenant passer, il faut respecter l'horaire, aux dominicains, à l'ordre des frères prêcheurs. Et donc, je laisse la parole au frère Jean-Michel Potin. Merci. Donc, Jean-Michel Potin, je suis dominicain et archiviste de la province de France et de la province de Lyon. Il y a une autre province qui est la province de Toulouse, qui a son propre archiviste, qui est le grand frère Augustin Lafay,
qui est également archiviste de l'ordre à Rome. Donc, pour ma part, donc province de France, province de Lyon, les archives sont à Paris, au lieu dit Le Saulchoir, qui est un nom mythique pour nous, mais seulement pour nous, mais c'est mythique. Donc, c'est souvent cité dans les travaux. On verra Archives du Saulchoir, mais personne ne sait ce que c'est le Saulchoir, puisque il y a que nous qui le sachions. C'est au métro Glacière, dans le 13e arrondissement de Paris. Ce sont des archives, c'est un fonds d'archives post-révolution, puisque, comme tout le monde, la révolution nous a privés enfin nous a privés, en même temps on n'arriverait pas à s'en occuper, mais nous a privés d'un fonds d'archives précédent qui se retrouve assez bien dans les archives départementales. Je trouve que quand on va dans les archives départementales, on trouve assez bien conservé les archives dominicaines des couvents précédant la Révolution. J'insiste sur une chose, nos archives sont des archives privées. Nos fonds sont des fonds privés. Nos bâtiments sont privés. L'archiviste est privé, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. C'est très important. Les inventaires ne sont pas publics. Nous montrons ce que nous voulons, à qui nous le voulons. Mais c'est pas grave parce que nous avons une tradition très libérale chez les dominicains français en général, puisque la province de Toulouse fait comme nous. C'est-à-dire que, par exemple, Valentin nous a donné des délais de communicabilité. Nous ne respectons, nous, aucun délai. C'est-à-dire nous ouvrons nos archives. euh, voilà, nous ouvrons nos archives généreusement. Nous avons quelques règles déontologiques. Bon, évidemment, le secret pontifical, ça s'impose quand même aux dominicains. Donc, on fait attention. Et puis, nous avons une autre règle qui est que nous ne montrons aucune archive concernant un frère vivant sans son autorisation. Or, il se trouve qu'à chaque fois que j'ai demandé l'autorisation à un frère de montrer ses archives, il était d'accord. Ce qui montre bien que la tradition libérale, en fait, depuis le Père Lacordaire, qui est notre second fondateur après Saint-Dominique, l'esprit libéral a influencé beaucoup. Alors pourquoi nous faisons ça? Parce que nous sommes convaincus que plus nous ouvrons nos archives et plus nous nous connaissons nous-mêmes. C'est-à-dire que les travaux des historiens nous aident énormément, et ça, enfin, c'est une loi non écrite mais évidente. Les travaux des historiens nous aident à nous connaître. Et nous sommes toujours très heureux. On parlait tout à l'heure de comment ça se passe quand on reçoit nous on reçoit les travaux de tous les historiens et on est toujours très heureux de les lire. Nous avons 3 kilomètres linéaires euh, sur donc 3 salles d'archives et je suis tout seul. Je ferme la parenthèse que je n'avais pas ouverte. 2 salles sont consacrées, et ça va énormément influencer les chercheurs. 2 salles sont consacrées aux archives personnelles des frères. C'est-à-dire nous avons 7 sections, euh, donc une section administration provinciale, une section œuvre apostolique, une section pour le Père Lacordaire, etc. Euh, mais la section 5, ce sont les archives des frères. C'est les 2 tiers du fonds d'archives et c'est quelque chose qui va orienter énormément les chercheurs puisque les chercheurs vont venir voir les travaux des frères, en fait. Pas seulement la vie dominicaine dans la province de France ou les œuvres apostoliques, mais la biographie. Et la biographie, qui est quelque chose de très particulier en histoire, la biographie va devenir quelque chose de très important dans la production historique dominicaine, au point qu'on a bâti un dictionnaire biographique des frères prêcheurs basé sur une prosopographie scientifique très poussée, un petit peu trop à mon avis d'ailleurs, mais dont le but était de présenter la totalité des 4400 frères dominicains depuis le Père Lacordaire.
pas seulement des stars, puisque vous savez que le problème de la biographie, c'est qu'on a des biographies de stars, mais le petit frère convers du 19e siècle qui faisait la cuisine au couvent de Nancy, on ne sait rien sur lui. Et le but est de présenter une prosopographie biographique de la totalité des frères, puisque la communion d'une communauté religieuse, c'est que la star peut produire des œuvres théologiques géniales, mais s'il y a personne pour faire la cuisine, ça n'ira pas loin. Et on tient à cela dans nos archives. On tient à cela, c'est-à-dire que on trouve, alors les frères Convert, cuisiniers du 19e siècle, laissaient très peu d'archives, mais on veille absolument à pouvoir présenter une histoire dominicaine qui tient compte de chacun de nos frères. Les fonds les plus visités sont les œuvres théologiques. Nous avons beaucoup enfin, les historiens qui viennent nous voir sont des historiens de la théologie ou, enfin, surtout les historiens de la théologie, en fait. C'est pour ça que le fonds Yves Congar, le fonds Chenu, le fonds Certilange, sont des fonds qui sont constamment demandés puisque on continue en fait à travailler ces œuvres-là sur le plan théologique. Hein, il y a toute la querelle de l'art sacré. Là, je vous donne les fonds qui sont très travaillés. La querelle de l'art sacré a été donc une très grande querelle dans les années 40-50. Nous avons énormément de documents sur cette querelle qui non seulement qui n'est pas terminée, mais je m'aperçois qui continue d'être alimentée. Nous avons un petit fonds missionnaire. Alors, je vais expliquer pourquoi. Mais j'ai été très surpris. Nous avons une mission à Mossoul depuis le milieu du 19e siècle. Nous avons une mission à Mossoul et nous avons, lors d'un des multiples coups d'État dans ce pays-là, un jour, tout nous est arrivé par la valise diplomatique, c'est-à-dire plusieurs dizaines de mètres linéaires. On a protégé en fait on a protégé les archives missionnaires par la valise diplomatique. C'est arrivé chez nous, et je me suis aperçu après quand Daesh a envahi l'Irak et a tout détruit, a détruit les couvents, a détruit les archives, a détruit il y avait énormément de manuscrits, etc. Je me suis aperçu que quand l'Irak a commencé à reconstruire Mossoul, et au sens propre, hein, reconstruire Mossoul, je me suis retrouvé avec des architectes qui sont venus voir les plans des églises, qui sont venus voir les plans des couvents, qui sont venus voir les correspondances, et j'ai pris conscience, là, pour eux, de l'importance d'avoir protégé leurs archives du 19e siècle, début du 20e, dans des pays comme ça. Je terminerai alors sur une question un peu particulière, mais parce qu'elle me tient à cœur, sur justement, puisque c'était la question de base, hein, quel fonds il faut valoriser. En fait, moi je suis archiviste depuis 20 ans et j'ai été surpris de voir arriver des chercheurs, des chercheuses euh, qui arrivaient avec des questions que nous n'avions pas, enfin non seulement que nous n'avions pas, mais dont l'inventaire n'aidait en rien n'aidait en rien leurs questions. Je m'explique. J'ai vu arriver les premières chercheuses des Gender Studies de l'université de Créteil, pour pas la nommer, qui sont arrivées avec des questions qui étaient les questions du féminisme, en disant voilà, on va venir travailler sur les femmes. Enfin, Valentin en a parlé. On va venir travailler sur les femmes à l'intérieur de l'Église, où on en est, qu'est-ce qu'on a, etc. Et j'ai été enfin je peux le dire, hein, très stimulé, même si au début ça a été un petit peu conflictuel, parce que je me suis retrouvé avec des chercheuses qui venaient avec des questions euh,
et je ne pouvais pas, moi, les aider avec mon inventaire parce que moi, j'ai pas une sous-section femmes. J'allais dire, les femmes sont partout dans nos archives et en même temps nulle part répertoriées comme telles. Euh, donc ça a été une première question qui a attiré mon attention, c'est-à-dire que, et alors je vous cite deux autres cas et je m'arrêterai là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Le deuxième cas qui nous est tombé dessus un petit peu à tout le monde dans l'Église, ça a été la question des abus sexuels. Là aussi, personne s'y attendait. Les premiers chercheurs, et en plus c'était la commission de la SIAZ, donc c'était envoyé par la COREF pour nous, quand ils sont arrivés en disant, voilà, on veut voir vos dossiers concernant les abus sexuels, moi je n'avais aucun dossier qui était estampillé abus sexuels. Aucun. Donc il a fallu répondre à des questions que nous ne nous posions pas, qui étaient hyper légitimes, mais qui ont obligé les archivistes et les fonds d'archives à travailler différemment. Et troisième thème qui m'intéresse énormément, et j'ai bientôt fini, c'est le thème des missions, mais vu par le décolonialisme. C'est-à-dire que moi, je vois arriver aujourd'hui des chercheurs dominicains, d'ailleurs, les chercheurs dominicains, vietnamiens, colombiens, qui sont en train de mettre en cause les missions dont ils sont eux-mêmes le fruit, alors là c'est compliqué, mais ils sont en train de mettre en cause les missions en disant vous n'avez pas seulement vous nous avez pas seulement amené l'évangile, vous nous avez imposé votre culture. Or, notre fonds missionnaire, enfin qui est moins important que les jésuites, mais qui est quand même un peu important, notre fonds missionnaire doit être entièrement retravaillé par ces décolonialistes. Entre guillemets, hein, c'est pas violent, c'est un peu polémique, mais pas tant que ça. C'est très scientifique. Et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que sur les trois derniers thèmes, sur la question des femmes, la question des abus sexuels ou la question des missions, on va être confronté avec des inventaires qui ne sont pas qui n'ont pas intégré nous n'avons pas intégré ces thèmes-là, mais nous allons devoir les travailler. Voilà. Et je suis très demandeur, moi, comme archiviste et comme dominicain, de voir arriver ces thèmes, y compris les thèmes que je ne connais pas encore et qui vont bientôt arriver. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. Merci, merci infiniment. Et puis, merci d'avoir également abordé ces questions. J'étais désolé de vous couper, c'est Non, là non, je pour vous en prie, vous je mettre vous en le prie. boisseau sous ces questions. C'est là où on voit aussi que ces centres d'archives sont un lieu d'observation également de l'évolution Hmm, de l'histoire religieuse en France, c'est-à-dire non seulement des objets, mais aussi de la manière dont on les travaille, dont on les absolument. interroge et de l'évolution des mentalités. Il y aura peut-être une histoire un jour à écrire, une histoire des archives de l'Église ou plus généralement des institutions religieuses de ce point de vue-là également. Des dominicains, nous passons donc aux jésuites et je laisse donc la parole à Barbara Baudry. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Barbara Baudry, la responsable des archives jésuites de France. Donc, je vais essayer de vous faire une présentation non exhaustive, moi non plus, assez rapide avec des pistes d'exploitation d'archives qui pourraient être intéressantes pour vous. Hop, comme ça. Alors, juste rapidement, au cas où tout le monde ne les connaîtrait pas, qui sont les jésuites? Donc, c'est une congrégation internationale de religieux exclusivement masculins et catholiques. Ça a été fondé en 1540 par Saint Ignace de Loyola et leur principale activité, entre guillemets, ça a été les missions d'évangélisation et l'éducation, principalement collèges, lycées et universités. Alors, nos missions en tant qu'archivistes, je vais passer rapidement, ça va être de collecter, puisque la congrégation étant toujours en activité, il y a toujours des archives qui continuent à nous arriver, les classer selon des normes internationalement normées, veiller à leur conservation et les valoriser, notamment en donnant l'accès aux chercheurs à ces archives pour qu'ils les exploitent. Donc ça va être les archives produites par les jésuites français,
dans le cadre de leur activité, donc le miroir de l'activité de la Compagnie de Jésus en France et une source unique pour écrire son histoire. Notre localisation, elle est aussi assez facile d'accès. Donc, on est à 10 minutes à pied du CNAF. On a la ligne 12, la ligne 13, le train, le bus. Enfin, voilà. Vous n'avez pas d'excuses de ce côté-là pour venir. L'organisation générale, ça va se répartir en 6 gros fonds principaux. Donc, nous, on a 3 kilomètres linéaires d'archives en constante évolution. Donc jusqu'en 1976, comme vous pouvez le voir sur la carte, il y avait 4 provinces jésuites en France. La province de France, aussi appelée province de Paris, la province de Champagne, la province de Lyon et la province de Toulouse. En 1976, le nombre de jésuites se réduisant, ça a fusionné en une province de France unifiée. Et depuis 2017, ça a fusionné avec la Belgique et le Luxembourg pour former la province d'Europe occidentale francophone. Alors, on va avoir des documents qui vont du XVIe siècle, donc des origines, à aujourd'hui. Le cadre de classement dans les fonds que je viens de vous présenter, il va être toujours à peu près le même, c'est-à-dire qu'on va avoir les archives de gouvernance et d'administration, la formation des jésuites, les maisons, les résidences et les établissements scolaires. Ces fonds, ils sont souvent imbriqués, les missions d'évangélisation, les papiers personnels de jésuites et enfin les œuvres extérieures et les activités, donc notamment l'action catholique comme Valentin nous l'a présenté. Et après avec toute forme de support toute forme et tout support, voilà, c'est assez riche. Alors tout d'abord, je vais commencer par les archives des missions, puisque c'est ce qui est le plus exploité actuellement par les chercheurs. D'après les calculs que j'ai fait par rapport à notre logiciel, c'est 90% des recherches. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est la carte qui est sur notre site internet, qui est une carte interactive. Donc, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Les jésuites français ont été en mission sur tous les continents et à toutes les époques. Donc, il y a vraiment une mine d'informations à exploiter. Donc, ça va aller des lettres de missionnaires à la gestion administrative et financière. Moi, ce que je veux vous mettre en avant là, ça va être plutôt le côté iconographique, il est très très peu exploité et il est assez riche et intéressant. On peut notamment avoir des choses sur les bâtiments et l'architecture, donc que ce soit des photos, des dessins, des plans. Il y a des gros fonds ethnographiques, euh, parce qu'ici c'est plutôt pour l'histoire contemporaine, si j'ai bien compris qu'il fallait donner des pistes. Donc il y a beaucoup de photos à caractère ethnographique, que ce soit en Inde, en Alaska, en Afrique. Donc c'est assez voilà, et c'est pas du tout exploité. Il peut y avoir des fois des petits on peut tomber sur un moment historique. Il y a beaucoup de cartes et plans aussi, que ça va de la carte à la main ou à la carte un peu plus officielle. Donc là, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez intéressant à exploiter de ce point de vue-là. Et beaucoup j'imagine que pour toi c'est pareil, beaucoup d'albums. Donc là, par exemple, on a les sœurs, hein, donc on a des sources sur les femmes. Voilà. Donc des photos de groupe, des peintures, voilà. Après, le deuxième gros, on va dire, pan de recherche, ça va être les archives personnelles de jésuites. Donc, on a des profils très très variés. On a des théologiens. Donc là, par exemple, je vous ai mis le père de Lubac, qui a notamment été théologien lors du Concile Vatican II, le père Gaston ça. Il y a beaucoup de profils de missionnaires, donc à voir en lien avec les archives des missions. Et après, je vous ai mis aussi le père Teilhard de Chardin, qui est notamment qui était un grand paléontologue, ou encore le père Duval, qui a été un chanteur yéyé. Et oui, pour vous montrer un peu la diversité des profils à exploiter. Après, la troisième chose qui peut être intéressante, c'est tout ce qui va être l'éducation, puisque c'est leur pôle d'activité, donc dans les établissements scolaires. Donc là, c'est pareil, ça va être la gestion d'établissements, les cours, les élèves, etc. On a aussi des beaux fonds iconographiques sur les établissements scolaires.
Donc les plans des bâtiments, donc ça peut renseigner sur la gestion de l'espace, comment l'école jésuite elle se positionne par rapport à la ville, etc. On a des fois des dossiers de personnes éminentes. Et on va avoir la grande histoire qui va rejoindre la petite histoire jésuite. Là, notamment, je vous ai mis des photos du collège de Bordeaux où on a les élèves qui attendent devant la TSF pendant la Seconde Guerre mondiale ou encore les troupes allemandes dans la cour du lycée. On a aussi beaucoup d'archives qui concernent l'Action catholique, que ce soit dans les fonds des écoles ou à côté. Les jésuites ont été très très actifs en tant qu'aumôniers des d'Action catholique. Donc ça, c'est aussi un point intéressant, à mon avis, à explorer, qu'il n'est pas tant que ça. Les fonds de gouvernance, ça va peut-être moins vous intéresser parce que ça va être la gestion globale de l'ordre, les relations internationales avec la curie, avec les pouvoirs publics, etc. Mais bon, ça peut être une source complémentaire dans vos recherches. Je vais un peu plus insister sur les périodiques internes. Parce que là, les jésuites, ils sont très très prolixes en la matière. Chaque école, chaque mission, chaque province et même des fois, enfin chaque, on va dire, activité va produire un périodique. Donc c'est assez riche. Bon, ça va être très, le point de vue va être très marqué. Hein, c'est très hagiographique. C'est de la promo hein, interne, on va dire. Mais c'est une source qui est assez accessible puisque c'est une source imprimée, souvent indexée, donc c'est une source accessible et je pense que ça mériterait d'être exploité parce qu'il y en a vraiment beaucoup et j'ai pas constaté jusqu'ici que c'était très demandé par les chercheurs. Là, l'exemple, c'est le périodique de l'Assistance de France, donc de la province de France, et il y a par exemple un article sur l'Inde. L'école de Vaugirard a par exemple avait fait tout un hors-série sur le siège de la commune, ou encore là c'est encore un périodique de provincial sur l'action catholique en Afrique noire. Donc il y a vraiment des choses très pointues qu'on peut exploiter dans ces périodiques. Je vais finir sur les catalogues parce que ça peut être un outil précieux, qu'il n'y a pas d'archives sur tel jésuite ou telle communauté, etc. C'est un annuaire et là vous allez avoir la liste de tous les jésuites tous les ans avec tout ce qu'ils faisaient et c'est assez précieux parce qu'on a aussi la liste de toutes leurs résidences, de toutes leurs écoles, enfin voilà, toutes leurs missions. Donc ça c'est un outil plutôt plus qu'autre chose, mais c'est à savoir que il faut savoir que ça existe. Voilà, donc maintenant on vous attend nombreux pour venir consulter toutes ces archives. Merci infiniment. Le temps est parfaitement maîtrisé. Je vois, c'est l'habitude de l'ordre, la régularité jésuite, le caractère Ah, martial. moi, je ne suis pas jésuite. Hein. Oui, bah, enfin, vous avez, depuis quelques années, vous avez l'occasion tout de même de, d'en profiter. Alors, qu'on remette, je pense, là, voilà. Nous allons, alors, je note quand même au passage que Teilhard de Chardin, vous ne le classez pas parmi les théologiens, ce qui, à mon avis, ferait réagir certaines personnes. Moi, ça ne me dérange pas. Mais bon, voilà. Nous passons maintenant au Capucin, et puis on aura du temps pour la discussion qui suivra. Et donc, je laisse Rosen de la Romberg nous présenter les frères mineurs capucins, leurs archives. Voilà, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, les Capucins, c'est une branche réformée de l'ordre franciscain qui date du XIIIe siècle. La branche capucine est née, quant à elle, au XVIe siècle. Et très rapidement, dès l'approbation, enfin peu après l'approbation du pape en 1528, les Capucins sont arrivés en France, à Paris, puis à Lyon. Voilà, donc dans 2 ans, les Capucins vont fêter le 5e centenaire de la naissance de leur ordre. Alors ensuite, du point de vue historique, je fais un saut très rapide jusqu'à la Révolution. Et en 1590, vous avez entendu que c'est le moment où les archives nationales ont été créées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le couvent capucin de Paris, la rue Saint-Honoré, qui a été réquisitionné pour sécuriser tous ces documents d'archives. Et donc, les capucins
en quelque sorte, ont déposé de fait leurs archives à ce moment-là. C'est ce qui explique qu'on ne va pas trouver ou quasiment pas de documents antérieurs à la Révolution dans nos fonds d'archives, hormis pour certains fonds quand même qui ont connu une histoire différente et qui ont été épargnés par les destructions ou par voilà, les pertes de documents de cette période. Donc, par exemple, c'est le fonds d'archives de la Savoie ou de la Corse ou les fonds d'archives des missions. Alors ensuite, passé ce moment tourmenté, les Capucins se sont rétablis en France et la province de France a été reconstituée en 1836. Et au fur et à mesure, les frères avaient l'habitude de déposer les documents à la bibliothèque provinciale au fil de l'eau. Et puis, vers 1903, un frère chartiste d'ailleurs s'est attelé à la tâche et a commencé à constituer un catalogue, mais un catalogue vraiment simplement en numérotant les documents et en les décrivant. Donc ça permet quand même de retrouver les documents, mais pas dans un cadre de classement et donc sans aucune série. Mais donc tous ces premiers documents ont été quand même numérotés et peuvent être retrouvés. Je précise aussi qu'en fait, à cette période de retour, là, de reconstitution, les Capucins envoyaient des frères aux archives nationales pour copier tout ce qui les concernait. Donc on a quand même beaucoup de documents anciens qui sont pas les originaux, mais qui sont des copies et qui permettent d'avoir une cohérence quand même du fond des archives. Voilà. Puis en fait, ensuite on a mieux organisé les archives. C'est le père Mosès qui est un des cofondateurs de l'AAEF qui a organisé les archives de la province de Paris et qui est allé faire le même travail aux archives de la province de Toulouse. Donc, on a un cadre de classement qui est bien organisé, qui est différent pour l'ancienne province de Lyon et de Strasbourg, et encore différent pour la Savoie, mais on arrive quand même à s'y retrouver. Donc aujourd'hui, rue Boissonnade, dans le 14e, vous avez 600 mètres linéaires d'archives qui ont été toutes rassemblées là au fur et à mesure des restructurations et des fusions de l'ordre qui ont été nécessaires du fait de la fermeture successive des couvents et de la diminution du nombre de frères. Donc peu à peu, toutes les archives se sont retrouvées à Paris, ce qui est quand même pratique pour les chercheurs. Et on a récupéré aussi les archives des fonds missionnaires. Quand les églises locales ont été suffisamment robustes, les missionnaires sont rentrés en France et avec eux sont revenus leurs archives. Alors, je vais faire un petit zoom rapide sur un fonds particulier qui est le fonds de Constantinople, qui est très très consulté pour sa partie la plus ancienne, mais peut-être moins pour les années les plus récentes. Donc, ce fonds de Constantinople, ce sont les archives des frères qui ont été envoyés dès le XVIIe siècle à Constantinople pour être les aumôniers de l'ambassade de France et aussi de toutes les personnes chrétiennes catholiques européennes. Donc le rôle des Capucins à Constantinople, c'était d'administrer des sacrements et d'exercer la charité, mais ces possibilités étaient très encadrées par le sultan, qui bien sûr interdisait tout prosélytisme et toute critique du Coran, mais permettait quand même aux Capucins de circuler librement dans l'Empire ottoman. Et les Capucins ont assez vite compris que Constantinople pouvait être un point de départ pour d'autres missions, notamment dans tout l'archipel grec. Voilà. Et ensuite, en fait, les missionnaires ont vécu, eh bien, tous les événements historiques, et je pense particulièrement à la naissance de la République turque, les deux guerres mondiales, et tout ça, en fait, on le retrouve dans les journaux qui étaient tenus par les missionnaires, et qui sont des journaux
assez détaillés qui donnent voilà, des renseignements précieux. Euh, alors, pour ce qui est des journaux des missionnaires, on a aussi donc beaucoup de journaux des missions apostoliques, cette fois-ci en Inde ou en Afrique, au Tchad ou en RCA, aux Seychelles, à Madagascar. Ces journaux sont accompagnés d'albums photos, dont certains étaient faits pour être montrés en France quand les capucins faisaient des conférences ou des expositions pour, en fait, pour susciter des dons pour leur mission. Donc, il y a des albums photos qui sont très joliment illustrés, qui sont très intéressants, avec des photos assez naturelles, en fait, voilà, qui donnent beaucoup d'éléments sur la vie des missionnaires dans ces pays. Et comme le disait Barbara, les missionnaires ont aussi fait tout un travail de cartographie et d'étude de la géographie, de description, qui peut être ces documents peuvent être voilà, des sources de travail, de recherche. Et puis aussi, il y a tout ce qui est traduction, élaboration de dictionnaires, de grammaire, pour mieux comprendre les langues locales. D'autres documents sont aussi des mines d'informations, ce sont les chroniques des couvents et les annales des provinces voilà, dans lesquelles sont notés jour après jour les petits événements ou aussi la manière de vivre dans les couvents. Euh, les visites aussi, voilà, donc on rencontre des gens qui peuvent être intéressants. Et une page d'histoire qui a été très documentée, je me rends compte que dans les archives, il y a profusion de documents, c'est la période des expulsions. Donc là, on va trouver des lettres, des plaidoiries, des photos, des coupures de journaux et aussi des inventaires qui étaient demandés par le ministère de la Justice et qui peuvent être une base de recherche voilà, pour ceux qui s'intéressent au mobilier liturgique ou bien voilà, tout type d'objets ou d'œuvres d'art qui étaient conservés dans les couvents. Alors, on a évoqué aussi Vatican II. Eh bien, les Capucins ont aussi été concernés par ce grand bouillonnement d'idées. Et il se trouve que les accompagnateurs capucins accompagnaient un évêque assez âgé. Donc, ces accompagnateurs ont pu assister au débat dans l'aula et être vraiment présents. Donc là, on a des journaux qui sont particulièrement riches aussi sur ce grand moment de la vie de l'Église. Et je voudrais aborder un autre domaine rapidement, c'est la sociologie religieuse au XIXe et au XXe siècle, en évoquant le père Ludovic de Besse, qui est l'un des fondateurs de la Banque populaire. Et son fonds a été entièrement numérisé grâce à un partenariat avec la Banque populaire. Donc, c'est des documents qui sont enfin, qui sont très abondants, mais quand même assez facilement consultables et qui permettent de voir comment ce père voilà, ce qu'il a essayé de mettre en place pour favoriser le microcrédit, en fait, et la facilitation des emprunts pour les personnes moins aisées. Alors, chez les Capucins, les profils sont très variés, comme en fait dans les autres congrégations, je crois. Mais en fait, ça m'a quand même particulièrement frappé chez les Capucins. Il y a évidemment des prédicateurs, des grands priants, mais aussi des scientifiques. On a des documents scientifiques, des inventeurs, des artistes, des chanteurs aussi. Donc, on a quelques vinyles. Bon, et voilà, tout ça, c'est sur des documents, enfin des supports qui se sont diversifiés au fil du temps, ce qui n'est pas une chose très facile et très simple à gérer pour les archivistes, parce que finalement, nos supports récents sont très fragiles. Euh, voilà, il y a la question des prêtres ouvriers, qui peut être aussi une question explorée par les chercheurs et sur lesquels enfin, qui correspond bien à l'esprit franciscain. Donc, il y a un certain nombre de capucins qui s'étaient lancés dans cette aventure des prêtres ouvriers avec beaucoup de cœur.
Voilà, j'ai discuté avec Pierre Moracchini, qui est le bibliothécaire, responsable bibliothécaire des Capucins, et qui peut être un très bon interlocuteur pour vous pour affiner votre sujet de mémoire ou de thèse. Et voilà, en discutant avec lui, il m'a envoyé une liste de sujets voilà, qui est assez longue, mais il pensait à ce que vous puissiez étudier, par exemple, bon, bien sûr, la vie économique, la vie spirituelle des Capucins, mais aussi l'évolution de l'architecture capucine depuis les couvents les plus classiques jusqu'aux plus récents, le rapport aux études, depuis quand les Capucins se forment, voilà, euh, dans des instituts comme les vôtres, les moyens de communication, la création et la diffusion de la presse, ça touche beaucoup le tiers-ordre aussi. Voilà, un grand pan d'études. Les capucins et les femmes, il y aurait beaucoup à faire et beaucoup à fouiller. Les capucins au moment des expulsions et dans tous ces moments un peu historiques plus troublés pour les congrégations. En tout cas, nos archives sont ouvertes presque aussi largement que celle des dominicains. Merci infiniment. Et voilà, ben, nous avons à peu près respecté le temps, mais il nous reste, j'imagine, on a quoi pour 10 minutes à peu près pour la discussion? Ah, oui, ben, il est 11h30, oui. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, oui, c'est vrai. Donc, voilà, tout s'équilibre finalement. Alors, je vais peut-être dire quelques mots de ce que j'ai entendu. D'abord, il faut quand même ça a été dit, ce sont des archives privées, toutes ces archives de congrégation, et il faut quand même, je dirais, être reconnaissant envers tout ce que les congrégations acceptent de faire en termes de mise à disposition des chercheurs. Alors, évidemment. Ce sont des archives privées, il faut accepter que ce ne soit pas ouvert aussi largement en termes d'horaire que les archives publiques. Il faut accepter qu'il puisse y avoir des restrictions, qu'il y ait des codes particuliers à observer, mais de manière générale, on peut quand même noter ce gros effort qui est consenti. Je note aussi, même s'il y a encore des frères archivistes, et c'est heureux, il y a un renouvellement aussi du corps des archivistes avec des laïcs qui sont formés. Alors, ce serait intéressant d'ailleurs de savoir comment vous avez été formée, Lucie Slavic, que nous avons eu comme étudiante, et pourra nous dire aussi comment elle est devenue archiviste d'une congrégation religieuse tout à l'heure. Ça peut être aussi pour certains de nos étudiants une piste. Enfin, voilà, je pense qu'il y a du travail à faire, même si la question des moyens se pose aussi, et vous l'avez souligné, ça peut être aussi effectivement un sujet de préoccupation. Parmi les autres points que je note, euh, j'ai apprécié le fait que chacune des présentations était très différente et insistait sur des points particuliers, mais s'il y a des recoupements sur les missions, les fonds photographiques, la question de l'architecture qui permet de faire le lien aussi avec ce qu'on retrouve dans la sous-série F19. La question des périodiques m'a paru intéressante. Alors actuellement, on a quand même pour les périodiques des outils assez formidables que sont Retro News ou Gallica. Mais il n'empêche que tout n'est pas numérisé et donc on a encore intérêt à aller sur place, à aller consulter ces collections quand elles sont complètes. Je pense que c'est un véritable atout que vous avez. Et mine de rien, les périodiques, c'est vrai que c'est peut-être moins stimulant que l'archive manuscrite, mais on y trouve souvent des informations qui sont perdues autrement et c'est vraiment aussi une mine d'informations pour nous, historiens du contemporain. Dernière chose, j'avais quand même vendu cette matinée à certains en disant qu'il serait aussi question peut-être de fond d'Ancien Régime pour ceux qui voulaient faire de l'histoire moderne. Donc si certains ont des questions, pour les dominicains et les capucins, de ce que je comprends, il y a des copies éventuellement, mais pas les originaux. Si, pour certains, pour la Savoie, par exemple, Ah oui, il d'accord. y en a quand même des documents. Vous avez quand même des documents Il originaux. n'y a pas de continuité. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas, parce qu'à Saint-Sulpice, il y a évidemment des fonds d'Ancien Régime, mais je sais également qu'avant, chez les Jésuites, il y en a. La parole est à la salle. Oui. Merci beaucoup mes chers frères pour cette présentation passionnante. J'avais une question précisément pour le frère Michel Pétain. C'était très intéressant quand vous disiez que les nouveaux sujets de recherche ne correspondent pas directement au plan de classement et que du coup l'archiviste
concrètement, ça me fait du travail supplémentaire, il faut se poser des ménages pour avoir été chercheur. Je serais intéressée par votre retour d'expérience très concret, par exemple sur cette question de la place des femmes dans les archives de Lincoln. Comment vous avez procédé pour orienter les chercheurs en l'occurrence? Ouais, ben c'est là que moi j'ai trouvé que notre métier était passionnant, c'est que j'ai vu arriver, je vais prendre le cas concret, j'ai vu arriver Caroline Muller en fait il y a quelques années, je crois qu'elle est allée aussi chez les Jésuites, qui m'a dit voilà moi je voudrais travailler sur la direction spirituelle des femmes. Elle venait dans un esprit au début un peu polémique en fait. Et elle me dit, j'ai des noms, j'ai une liste, j'ai des noms, j'ai des frères, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a de la correspondance entre ces frères-là, qui étaient directeurs spirituels, et ces femmes-là. On est dans la grande bourgeoisie parisienne du 19e siècle et du 20e siècle. Et, euh, euh, et en fait, moi, j'ai découvert, c'est-à-dire que on est allé voir ensemble. Au début, j'étais un peu réticent parce que je trouvais elle voulait régler un compte. Et puis, en fait, elle a fait un travail que j'ai trouvé remarquable et sa thèse est absolument, enfin, j'ai trouvé très, très intéressante. Et donc elle a lu une correspondance qui n'avait jamais été lue, en fait, que nous avions, et où elle en a tiré, je trouve, une réflexion intéressante sur la relation entre le directeur spirituel et les dirigés. Et le deuxième retour d'expérience que je ferais, c'est pareil, une jeune chercheuse qui est arrivée en me disant je cherche des documents sur une congrégation particulière, une congrégation dominicaine apostolique qui s'appelle Béthanie. Et alors un peu par provocation, je lui dis mais pourquoi vous venez chez nous, allez chez elle. Et elle m'a dit j'y suis allé et les sœurs m'ont dit oh allez voir les frères, c'est eux qui ont tout. J'ai dit, bah, chapeau, franchement, si c'est aux frères maintenant de s'occuper des... Alors, avec en plus le reproche que, justement, le reproche de la domination. Et ce qui a été intéressant, c'est que en fait, il y a eu tout un travail qui s'est fait. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir les congrégations féminines, je suis allé voir les moniales dominicaines, je suis allé voir les sœurs apostoliques dominicaines, et je leur ai dit, maintenant, ça suffit, vous gardez vos archives parce qu'elles ne gardent pas leurs archives. Les moniales détruisent tout. Les moniales, une sœur meurt, tout part au feu. C'est la vieille conception de l'humilité, etc. Je pense que les moines font pareil, mais nous, il n'y a pas de moines c'est compliqué chez nous. Il y a des frères et puis il y a des moniales. Donc les moniales, ça y est, j'ai réussi à les convaincre qu'il fallait arrêter de détruire leurs archives et qu'il fallait non seulement les garder, mais en plus qu'il fallait les ouvrir. Bon, c'est un travail de 20 ans. Hein. Et les sœurs apostoliques, alors c'est différent parce qu'elles ont des institutions. Donc elles gardent les archives des institutions qu'elles ont, les écoles, les orphelinats, les dispensaires, etc. Mais elles ne gardent toujours pas leurs archives personnelles. Donc là aussi, je fais un gros travail de pression sur elles en disant vous gardez les archives et je leur montre l'intérêt, d'autant plus que je vois la pression de l'opinion publique sur la question féminine dans l'Église, et je leur dis, on peut pas reprocher aux frères ou on peut pas reprocher à l'Église de ne pas prendre soin des femmes, et en même temps les femmes ne pas prendre soin de leurs traces dans l'histoire, quoi. Voilà, c'est comme ça que je répondrai. Mais c'est un sujet qui me tient très à cœur, très à cœur. Il y a d'autres questions. Oui, allez, allez. J'avais une question à propos des archives jésuites. Mais les autres sont aussi connus pour leur diversité. Donc, on m'a dit qu'il y avait la place de la direction dans le profil d'archives que vous avez. Alors, pour la direction spirituelle, ça dépend beaucoup du jésuite, en fait, ce qu'il a versé ou pas aux archives. Il peut ne rien avoir du tout, et puis il peut y avoir la correspondance complète. Après, comme c'est du fort interne, ça va être sous dérogation parce que c'est sensible, avec anonymisation des noms, etc. Enfin, sauf si c'est 19e, voilà, mais donc il y en a. Après, comme ça, nous, on les a pas forcément listés tels quels, mais ça se retrouve dans les inventaires si jamais ça vous intéresse.
n'hésitez pas à nous en faire la demande. Il y a une autre question. Donc, en fait, c'est une question à la continuité de ce que c'était juste avant sur le père dominicain, mais bon, ça vous c'est tout, c'est justement face à l'émergence de nouveaux courants historiographiques, etc., à la mesure que ça vient réinterroger l'organisation, le classement, etc., des archives, est-ce que c'est le concept de l'organisation, création de sections, etc., est-ce que c'est quelque chose, c'est des questions qui se posent vraiment là, évidemment, ou pas encore? Enfin, dans quelle mesure c'est faisable de réorganiser un fonds? Alors, on réorganise pas les fonds comme ça, en fait. En archivistique, enfin, c'est des normes internationales, on respecte le producteur déjà, donc ça, on fait pas par thématique ou quoi. Et à l'intérieur, on doit respecter l'ordre originel de celui qui a produit les archives. Donc, on va pas s'amuser à faire des trucs thématiques, parce que là, on perd toute trace de pourquoi l'archive a été produite, dans quel contexte, etc. Après, ce qu'on peut faire, c'est des outils. Les inventaires, enfin, on est nombreux à avoir des logiciels, donc on fait des interrogations en global text, on va trouver où il y a telle ou telle information. Après, on peut faire des choses plus affinées, comme disait le père Sologub, où on va indexer, on va dire, ben, il y a beaucoup de recherches sur le genre ou sur les femmes, ou ben, on va essayer de réindexer, mais on va pas réorganiser, ça enfin, voilà, il faut pas, surtout pas. Oui, je veux bien aussi que le dominicain confirme la jésuite. Il y a une question, moi, qui est apparue, une nouvelle question pour moi, qui était la question de l'exercice du pouvoir à l'intérieur des dominicains. C'est-à-dire comment s'exerce le pouvoir. Jusqu'à présent, on disait le pouvoir s'exerce par les constitutions, les règlements, les lois, etc. Et puis, il y avait une deuxième chose qui se disait, c'était l'exercice du pouvoir, c'est aussi la personnalité du supérieur. Et donc, on avait ces deux points-là. On avait la Constitution et puis la personnalité du supérieur. Et puis, en fait, la question des abus sexuels a montré qu'il y avait un troisième élément. Et ça, c'est pour moi tout nouveau, enfin, je l'avais pas vu. Il y a un troisième élément dans l'exercice du pouvoir dans l'Église, qui sont des pratiques non écrites, non dites, héritières de... Enfin, tout ça est très flou, très informel, mais très présent dans la prise de pouvoir. Et c'est le livre notamment de Tanguy Cavallin sur l'affaire Thomas Philippe qui a fait émerger cela. Et il est évident, et je confirme tout à fait ce que dit Barbara, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire apparaître ça dans les inventaires. Il n'y a pas de place pour ça. Ce qu'il faut, et c'est là que l'archiviste doit aider le chercheur ou la chercheuse, c'est-à-dire que on doit dire, mais faites attention, allez voir tel ouvrage qui a déjà été publié et qui montre ce nouvel objet historiographique, mais que les inventaires ne montrent pas. Pour compléter peut-être revenir à votre question, effectivement, je confirme ce que dit ma collègue Barbara. Par exemple, au niveau de la gouvernance de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, il y a dès 1657 des missionnaires sulpiciens qui sont envoyés en Nouvelle-France. Donc il y a une présence sulpicienne là-bas, puis ensuite, au moment de la Révolution en 1791, il va y avoir une présence à Baltimore dans le Maryland, sur la côte est des États-Unis. Après, avec le Concile Vatican II, il y a une réorganisation des structures religieuses. On doit vraiment veiller à avoir un généralat, notamment pour les congrégations religieuses transnationales qui sont partout dans le monde. Donc, il y a un généralat qui chapeaute plusieurs provinces. Et à Saint-Sulpice, c'est en 1966 qu'on met en application cette demande du Concile. Et donc, on a l'émergence, le généralat qui a été, donc la maison mère à Paris, rétrograde au statut de province de France. Et les maisons sulpiciennes des Amériques, donc à Montréal et à Baltimore, s'érigent au statut de province également. Donc la province de France, la province du Canada, la province des États-Unis, chapeautée par un supérieur général, et donc des supérieurs provinciaux en dessous de lui. Et ça, vraiment, ça doit se refléter au niveau de la gouvernance donc chaque entité va produire des archives et on ne peut pas se permettre de faire
des classements. Donc on se met dans le moule du fonctionnement institutionnel qui va produire ces archives. Donc c'était très bien résumé par Barbara. Voilà. Vous vouliez- les frères mineurs n'ajoutent rien. Euh, Et rajouter que sur les archives publiques, la question elle se pose également sur les inventaires. Et on respecte les producteurs, on ne va pas reclasser, déclasser. Par contre, on peut améliorer la façon dont c'est décrit, soit quand les archives arrivent, soit quand on reprend des anciens inventaires pour essayer d'ouvrir des pistes de recherche dans le vocabulaire qu'on va employer, de faire attention aussi au vocabulaire. Sur les archives du ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup de problèmes coloniaux. Donc ça, c'est des choses qu'on enlève des inventaires, par des questions de colonie, etc., mais pas de problème de faire attention vraiment au vocabulaire. Donc, sur Index, sur des dossiers sériels, ce qu'on fait maintenant aussi, c'est que par défaut, les chercheurs vont penser qu'on va avoir des dossiers sur des hommes, on va rajouter dans les dossiers nominatifs le sexe, pour qu'on puisse chercher soit homme, soit femme, et que ce ne soit pas juste par défaut homme. Donc, on a un travail en tant qu'archiviste pour l'amélioration des exécutions sans toucher à ce qui va être organisation des fonds. On ne va pas refaire des thématiques qui correspondent aujourd'hui à l'historiographie, mais on va avoir du mal à prédire ce qui sera demandé dans 5, 10 ans ou 50 ans. C'est plus essayer d'enrichir nos inventaires et les indexations pour que ça puisse répondre aux sujets de recherche. Et qu'est-ce qu'il en est de la série, la fameuse série W? Alors, aux archives nationales, on n'a pas la série W. On a l'équivalent, et en fait, comme on s'est aperçu que faire des classements thématiques avec des cadres de classement, vu la masse de documents qui sont collectés aujourd'hui, ce n'était pas gérable en termes notamment d'espace. On va dire la première travée, ça va être pour la gouvernance, la cinquième travée, ça va être pour le personnel. Donc, au fur et à mesure de ce qui rentre, on donne chaque année une cote. Donc là, on est en 2026, et au fur et à mesure des versements, le premier versement, ce sera le 2026-0001, et le centième, ce sera le 2026-0100, et après, on va coter. Donc ça, c'est pour ça que je travaille sur les producteurs, et dont je vous présentais tout à l'heure, pour le 19e siècle, début 20e siècle, on a la sous-série F19, en gros. Et depuis, sur le 20e siècle, mais avec des documents aussi du 19e, on va avoir les versements du Bureau central des cultes qui rentrent parmi d'autres administrations de l'archive nationale. Et donc là, l'entrée, c'est vraiment la notice producteur. Je recherche tout versé par le Bureau central des cultes, qui va couvrir, encore, il y a des documents du 19e siècle dans ce qui rentre aujourd'hui en 2026. Bien, je sais pas, il y a peut-être d'autres questions, mais nous allons, je crois, arrêter là. De toute façon, il y aura, j'imagine, encore du temps à la fin pour poser d'autres questions après le dernier panel. Et comme ça, ce sera Martin qui gérera. Donc, je lui cède la place de nouveau. Merci à tous. Vous avez un document, c'est ça? Ah, ah. Cherchez là. Vous n'avez rien à projeter. Si, mais j'ai pas de clé. En fait, c'est sur mon ordinateur. Ah, ben, on va le. Oui, très bien. On va faire. Se charge la clé? Ah. Ah, oui. Allez-y. Je le mets sur le. Oui, oui, vous pouvez le déplacer sur le bureau. Ça va être là. Voilà, voilà, c'est bon. On a tous les mêmes noms de fichiers. Voilà. Ça prend après, oui, ça c'est dans l'affichage. Là, je vais me. Hop, je crois que c'est là, tout à l'heure. Menu. Affichage. C'est CTRL H, je crois. Ah, je vais afficher la page. Mode lecture. Me lire, voilà, ça va être ça. Voilà. Oui, 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 finalement, oui. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation.
Comme j'ai cru comprendre que le parcours pouvait intéresser les étudiants aussi, donc après des classes préparatoires, je me suis spécialisée en histoire et j'ai fait un master 1 de recherche à la Sorbonne sous la direction du professeur Jacques-Olivier Boudon. Et j'ai fait ensuite un master 2 archives à l'École nationale des chartes en technologie numérique appliquée à l'histoire. Et c'est là aussi que j'ai eu la joie de faire mon stage au Centre de recherche d'histoire du 19e siècle. Donc je suis aujourd'hui archiviste pour la congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, qui est à Neuilly-sur-Seine. Donc là aussi, pas d'excuse pour pas venir parce que c'est sur la ligne 1. C'est très pratique. En plus, c'est une des lignes les plus fiables de Paris. Et donc, je vais commencer par quelques mots sur la congrégation afin de comprendre le contexte de production de ces archives, évidemment. Alors, la congrégation a été fondée en 1661 par le père Ange Le Proust, un religieux de l'ordre de Saint-Augustin, donc qui était alors prieur du couvent de l'Ave Maria à Lamballe, en Bretagne, et qui s'est rendu compte qu'à Lamballe, l'Hôtel-Dieu était en très mauvais état. Et il connaissait déjà plusieurs jeunes femmes de la région qui étaient de familles nobles, et il les a rassemblées autour de lui pour fonder la congrégation des Sœurs de Saint Thomas de Villeneuve. Donc le but, c'était de relever les hôtels-dieux, d'abord en Bretagne, et après ça s'est un peu répandu, surtout dans l'ouest de la France, un peu en région parisienne. Et donc la congrégation s'appelle Saint Thomas de Villeneuve parce qu'elle a été mise sous la protection de cet archevêque espagnol mort en 1555 et qui a été très reconnu pour son amour des pauvres et tout ce qu'il a fait pour les aider. Alors très vite, les sœurs ont diversifié leurs activités. Elles ont ouvert non seulement elles ont aidé non seulement dans des hôpitaux, mais aussi dans des écoles de charité. Elles ont ouvert des pensionnats, des orphelinats, des ouvroirs, des pansements gratuits, et au XXe siècle aussi des écoles d'infirmières, des écoles ménagères. Aujourd'hui, leurs œuvres sont toujours présentes en France, aux États-Unis et en Afrique. Et on compte une centaine de sœurs. Donc, par rapport au nombre de sœurs au cours de l'histoire, je trouve ça aussi intéressant de voir pour comprendre euh, l'importance qu'elles ont pu avoir sur le territoire. En 1661, quand elles commencent la congrégation, elles sont 3. En 1697, à la mort du fondateur, elles sont 49. Et le maximum est atteint en 1902-1903 avec 1330 sœurs. Et aujourd'hui, elles sont une centaine dans le monde. Alors, par rapport aux archives, je vous ai mis des photos un peu d'archives qu'il peut y avoir, donc des types d'archives. Donc, les archives sont à Neuilly. On a 230 mètres linéaires d'archives et 3 fonds principaux. Donc, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'une autre branche a été fondée au 19e siècle dans le sud de la France par mère Pauline Pinxon-Dussel, qui a à peu près la même vocation que la première. Elle s'appelle la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Grâce. Et donc, on a le fonds des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, le fonds des Sœurs de Notre-Dame de Grâce et aussi le fonds des Augustines d'Arles qui, par manque de vocation, ont fusionné avec Notre-Dame de Grâce. Bon, voilà. Il faut s'y retrouver, mais en gros, on a 3 fonds. Donc, on a les dossiers du père fondateur, on a les archives des supérieures générales. Donc là, je vous ai mis des circulaires qui sont rassemblés parfois dans des ouvrages. On a aussi les archives des maisons. Donc, il y a eu au cours de l'histoire, si on compte la congrégation Notre-Dame de Grâce et la congrégation Saint-Thomas de Villeneuve, environ 300 maisons où les sœurs ont œuvré. Et donc, on a là, par exemple, des archives des pensionnats. On a aussi les archives des sœurs, donc les dossiers personnels des sœurs, et aussi toute leur vie qui ont été écrites et rassemblées dans des ouvrages. Donc là, on voit une partie des 23 volumes qui rassemblent les vies des mères, donc les religieuses, depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Même si aujourd'hui, c'est plus fait de façon manuscrite, on se modernise quand même un peu. On a aussi donc des récits d'événements donc qui se sont rassemblés dans des registres. Donc là, par exemple, sur la guerre de 70, la Commune aussi. Et donc il y a un volume pour Paris et un volume pour la province. Vous choisirez celui que vous voudrez consulter. On a aussi donc les archives autour des guerres mondiales.
Et donc, il y a beaucoup de journaux de communauté. Et en fait, certains ont déjà été exploités. Vous pourrez trouver sur YouTube, sur la chaîne des Sœurs, un documentaire qui a été réalisé par la précédente archiviste et qui est très bien fait. Et il y a encore des journaux sur les récits des bombardements ou des récits des guerres, donc qui sont très intéressants et à exploiter, avec des photographies aussi. Donc là, c'est par exemple à Neuilly-sur-Seine, les Sœurs avaient ouvert une ambulance dans la maison qu'elles occupent actuellement, hein, qui est toujours ouverte, hein. Et donc là, les voyez posés au milieu des soldats. Et donc, il y a notamment le registre de l'ambulance où elle rentrait les noms des soldats et pourquoi elle les soignait. Euh, donc, ça peut être des sources intéressantes. On a aussi des annales, malheureusement assez peu, mais plutôt sur le XXe siècle. Et des annales de la congrégation qui racontent les grands faits, les grands faits de l'année. Pas mal d'archives iconographiques, donc diapositives, cartes postales, photos, albums. Et puis, donc là, c'était surtout Saint-Thomas-du-Neuf que je vous ai montré. Donc sur Notre-Dame-de-Grâce, c'est à peu près la même chose, sauf en plus réduit. Et puis, voilà, pour vous donner quelques idées de recherche. Donc là, je pensais, moi, c'est des sujets qui m'intéressent moi. Bon, faut voir si ça vous intéresse vous. Et réécrire une biographie du fondateur, donc pour ceux qui s'intéressent à l'Ancien Régime, ça nous intéresserait vraiment beaucoup parce que celles qui ont été écrites sont un peu, sont très succinctes donc il y aurait vraiment un sujet. Aussi écrire une biographie de Mère Pauline, donc ça a déjà été fait en soi, mais pour remettre un peu au goût du jour, peut-être aussi réduire, ça pourrait être vraiment très intéressant. On a aussi, bah carrément, bon là c'est plutôt un sujet de thèse ou je sais pas, mais l'histoire carrément de la congrégation parce que la dernière a été écrite en 1953 et c'est vrai que bah ça date. Alors une histoire qui m'intéresserait énormément à titre personnel, c'est qu'en fait on a la chapelle Notre-Dame de Grâce à Neuilly-sur-Seine dans laquelle il y a la Vierge Noire de Paris, Notre-Dame de Bonne Délivrance. Donc c'est une vierge du XIVe siècle qui a une histoire passionnante et qui était auparavant vénérée à l'église Saint-Étienne d'Aigré, qui est à l'angle de la rue Cujas et de la rue du Saint-Jacques, donc juste à côté d'ici, qui a été détruite à la Révolution. Et la statue a été récupérée par les sœurs il y a eu toute une dévotion très très ancienne à cette statue. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toutes ces histoires d'ex-voto. En fait, il y a énormément d'ex-voto 4000 et je me disais que ça pourrait être intéressant d'étudier les ex-voto, faire des liens peut-être avec d'autres sanctuaires parisiens. Je trouve ça très intéressant. Il y a un autre sujet que je trouve intéressant, c'est tout ce qui est l'origine sociale des sœurs et comment elles s'y retrouvaient en communauté. Parce que c'est vrai qu'une communauté, ça rassemble des sœurs d'origine très diverses. Donc là, je vous ai mis par exemple une supérieure générale, donc mère de Couessin du Boiriou, qui était donc d'origine noble, mère Leray qui était d'origine bourgeoise et sœur Bernadette qui tenait l'emploi de la buanderie à Brie-sur-Marne pendant toute sa vie. Et je trouve ça intéressant de voir aussi au sein d'une congrégation comment s'y retrouver les sœurs, quels emplois elles avaient, les différences entre les dénominations sœurs de cœur, sœurs converses. Voilà. Après, donc par rapport à Notre-Dame de Grâce, on retrouve justement dans les registres beaucoup d'éléments sur l'origine sociale des sœurs, aussi les dots qu'elles apportaient. Si on veut faire plus de l'histoire économique, il y a aussi des choses, des inventaires, des registres des comptes, etc. Et puis par rapport à l'Afrique, donc les sœurs sont allées en Afrique en 1949. Et j'aurais trouvé ça très intéressant aussi d'étudier peut-être leur correspondance, les circulaires aussi, les liens qu'elles avaient avec la supérieure générale, dans lesquels elles donnent une vision, de leur vision de l'Afrique quand elles y sont arrivées. Donc il y aurait aussi tout un sujet par rapport aux missions à étudier. Alors par rapport quelques étudiantes sont déjà venues visiter les archives, donc je vous ai mis quelques exemples. En 2018, la mémoire du Père Ange a été étudiée, donc son impact dans la congrégation aujourd'hui.
Et puis, plus récemment, l'aspect éducatif des sœurs qui a été étudié, ce qui est intéressant parce on les appelle les sœurs hospitalières de Saint-Thomas-du-Villeneuve, mais elles ont été aussi enseignantes. Et donc, il y a un petit article qui est paru dans notre revue interne à ce sujet. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le temps a été respecté parfaitement. Il était. Mais oui, non, c'est parfait. Non, on reviendra sur les exotos parce que c'est intéressant. Vous avez un document, c'est Oui. ça? Alors, Sur la cour. euh, oui, autant sur les exotos et sur l'Afrique, ça intéressera certainement Edouard Coquet. Évidemment. Voilà. Hop, hop, hop. C'est Irfa. Changer ça. Je lui dis, c'est facile le temps est facile à calculer. Respecté. Bonjour à tous, alors je suis Marie-Alpé Dumoulin et j'ai la chance d'être depuis 6 ans responsable du service en charge de la conservation du patrimoine historique des missions étrangères de Paris. Notre service a un nom très pompeux, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, mais c'est un IRFA, Institut de Recherche France-Asie, donc vous voyez le logo. Juste une petite parenthèse là-dessus, pourquoi les missions étrangères de Paris ont voulu donner, alors, patrimoine, service en charge du patrimoine, un peu une existence sous ce terme distinct de celui des missions étrangères. C'était d'une part pour attirer, on va dire, les chercheurs, enfin, le monde universitaire, pour pas qu'il y ait cette barrière du confessionnel qui aurait pu être perçue comme voilà, une barrière de fermeture. Et en fait, plus largement, les missions étrangères ont pour terrain de mission l'Asie et en particulier le monde chinois, la Chine. Et beaucoup des prêtres MEP aujourd'hui qui veulent pouvoir avoir des passeports, enfin des visas en Chine, sont du coup membres de l'IRFA ou chercheurs associés, ce qui leur permet d'avoir une carte de visite de recherche voilà, qui facilite aussi ces problématiques diplomatiques. Alors, cela étant dit, je vais vous dire juste quelques mots sur les missions étrangères de Paris. Leur siège, depuis l'origine, se trouve rue du Bac, au 128 rue du Bac, donc c'est pas très loin d'ici. Les missions étrangères de Paris ne sont pas une congrégation, c'est-à-dire qu'en termes canoniques, leur statut est différent. C'est une société de prêtres, j'imagine comme les prêtres de Saint-Sulpice. Aujourd'hui, on parle de société de vie apostolique. Les missions étrangères de Paris ont été créées au milieu du XVIIe siècle, en 1658. À un moment où il y avait une problématique qui se posait pour Rome, pour le pape, c'était celle des missions, enfin de l'expansion de la foi, en particulier en Asie. Il fallait, si je puis dire, sortir un peu, enfin, démêler le politique et le religieux. Jusqu'alors, depuis le XVe siècle, c'était les royautés ibériques qui s'étaient chargées, on va dire, de découvrir le monde. Et du coup, vraiment, il y avait une délégation de pouvoir de la part de Rome. Les rois d'Espagne et du Portugal pilotaient eux-mêmes les missions. Voilà. Bref, en 1622, avec la création de la congrégation des Propaganda Fidei, qui existe aujourd'hui toujours sous le nom de l'évangélisation des peuples, le pape reprend la main sur les missions dans le monde et se dit, il faut que j'aille chercher des Français pour aller faire une hiérarchie parallèle dans tous les territoires occupés par les monarchies ibériques. C'est ainsi que les 3 premiers fondateurs des MEP sont devenus vicaires apostoliques, ce qui est un autre titre pour dire évêque, mais ils ne sont pas évêques en titre. Et voilà, ils sont arrivés en 1661 au Siam. Et à partir du Siam, ils ont rayonné sur là où le pape les envoyait, la Chine, le Tonkin, et puis aujourd'hui, voilà. Ici, vous avez tous les territoires de présence de prêtres des missions étrangères de Paris depuis 1661. Donc il y a une bonne partie de la Chine, surtout la Chine du Sud et la Mandchourie, et puis en particulier 2 missions phares qui ont été la Corée et le Japon, 2 pays qui sont ouverts voilà, ouais, aux influences étrangères au milieu du XIXe siècle et que dont Rome a confié l'évangélisation ou la réévangélisation aux missions étrangères de Paris. Vous voyez qu'il y a Madagascar aussi. Ça, c'est un petit accro dans l'histoire. En 1952-1953, l'intégralité des prêtres étrangers, enfin, et des étrangers ont dû quitter la Chine. Donc il y a plusieurs centaines de prêtres MEP qui se sont retrouvés à ce moment-là sans terre de mission. Et donc Rome les a envoyés à Madagascar où il y avait une forte communauté chinoise traditionnellement. Et aujourd'hui, il y a aussi pas mal de missions MEP à Madagascar. Pour vous donner un petit peu une idée des chiffres, des effectifs, au total, on est une petite société de prêtres. Hein. Depuis 1661, il y a eu 4400 prêtres MEP. Aujourd'hui, une centaine sont en activité.
Et voilà, évidemment, le 19e siècle, enfin la seconde moitié du 19e siècle marque plus grand déploiement des missions étrangères de Paris. Et puis les MEP sont aussi souvent connus pour leurs martyrs, pour leurs saints, à commencer par Saint Théophane Vénard. Il y a eu beaucoup de MEP canonisés parce que voilà, ils ont été martyrisés au 19e siècle, mais comme vous pouvez le voir sur le schéma, en fait, on parle surtout de morts violentes, de prêtres qui sont pas morts naturellement, voilà. Et en fait, la plupart des morts violentes en termes de proportion ont eu lieu plutôt au XXe siècle dans des contextes coloniaux ou post-coloniaux en Asie assez compliqués. Alors, je reviens juste un instant sur la vocation des missions étrangères de Paris. C'est l'établissement d'une église locale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les MEP partent quelque part pour pouvoir mieux en revenir. Ils doivent arriver sur place, créer des séminaires, former des prêtres, des prêtres locaux qui deviendront ensuite les animateurs et les créateurs de l'église de chaque pays. Et c'est effectivement ce qui s'est produit à travers l'histoire en Asie. Juste pour vous donner un petit peu un exemple, là, on a dessiné la hiérarchie des diocèses en Chine et vous voyez au tout départ, il y a en gros 5 diocèses, en particulier le Sichuan, le Yunnan, qui ont été vraiment ouverts par les MEP. Les MEP ont été les premiers prêtres catholiques présents dans ces provinces. Et aujourd'hui, vous voyez l'abondance de diocèses qu'il en est sorti et qui sont tous évidemment aux mains, enfin, dirigés par des évêques locaux, bien évidemment. Alors, je viens maintenant aux archives. Ce que je voulais montrer avec cette citation de Giovanni Pietro Rousseau, qui s'applique plutôt aux archives de la congrégation des Propagandae Fidei à Rome, mais en fait c'est très vrai aussi pour les MEP. Quand vous êtes, là, en l'occurrence rue du Bac, au siège d'une congrégation missionnaire, vous devez constituer un pôle de savoir pour pouvoir piloter les missions, répondre aux questions spécifiques qui se posent, j'y reviendrai. Et c'est ainsi que les archives missionnaires sont vraiment une remarquable base d'information, pas uniquement sur les sujets de l'expansion religieuse du catholicisme, mais sur bien d'autres sujets. Et alors concrètement, ce patrimoine qui est un résulté de presque 4 siècles de présence MEP en Asie, c'est tout ce dont l'Institut de recherche France-Asie s'occupe, donc moi-même avec mon équipe. On a, alors aujourd'hui c'est plus très vrai, là j'ai pas revu mes chiffres, j'ai mis 800 mètres linéaires d'archives, mais maintenant on est au kilomètre parce qu'on a eu des dons, des dépôts, etc. On a une bibliothèque asiatique qui est constituée en particulier de toutes les publications, tout ce qui a été imprimé, publié par les MEP en Asie dans une 50aine de langues asiatiques. Un gros fond de cartes et blancs et un gros fond photographique, on dit 250 000 tirages photographiques. Alors là, je vais passer très rapidement un bref panorama des typologies de documents qu'on peut retrouver dans les archives missionnaires. Beaucoup de rapports. Chaque année, le missionnaire se doit de fournir un peu un rapport de ses activités. Ce qui est toujours intéressant quand on prend un peu un recul historique, c'est la façon dont ces rapports sont très chiffrés. On veut faire du chiffre. Derrière ça se posent évidemment 1000 questions. Qu'est-ce que ça veut dire convertir, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire baptiser? Voilà, toutes les questions autour du catéchuménat, etc. Alors là, ce document n'est pas très lisible malheureusement, mais je voulais juste vous le montrer. Je parlais tout à l'heure des questions spécifiques qui se posent en terre de mission. Nous avons un certain nombre de dubia, un dubium en latin, le doute, en fait, c'est une typologie propre aux archives missionnaires. Quand un missionnaire se trouve doit évangéliser une communauté qui n'est pas chrétienne, se pose plein de questions sur comment se rapprocher de la norme catholique, la norme demandée par Rome, alors qu'on est dans des contextes très spécifiques. Là, en l'occurrence, ce document pose une question. Donc à ce moment-là, le missionnaire va poser un dubium, un doute à Rome qui va trancher. Et souvent, ces questions, c'est autour du mariage. Et là celle-ci, elle est très typique, c'est-à-dire c'est un missionnaire qui écrit en 1864, je crois qu'il est en Inde, et il demande à Rome comment on fait quand il y a voilà, des gens qui se sont mariés sans être chrétiens, un des deux membres du couple est baptisé, et comment peut se passer la suite. Bon, alors ça, c'est juste des télégrammes avec des messages codés et la façon de décoder à côté, mais c'est un peu anecdotique. Voilà, je voulais quand même vous montrer aussi tous les fruits du rôle ethnographique qu'ont eu les missionnaires. Et bien évidemment, ils ont documenté les terrains sur lesquels ils se trouvaient. Et en plus, les missions étrangères ont toujours eu une spécificité, c'était d'évangéliser les minorités, les populations minoritaires au sein de grands empires, en particulier l'empire chinois ou au Vietnam.
Voilà, c'est un peu le propre des missions étrangères. Et donc là, vous avez un document d'une écriture que vous ne connaissez peut-être pas. Moi, je ne connaissais pas avant de le découvrir. Et il s'agit d'écriture des populations Yi, qui est une population du sud de la Chine, et une écriture très sacrée d'ailleurs. Enfin, chez eux, l'écriture est déjà un acte sacré. Enfin bref, et ce sont des idéogrammes. Et voilà, on peut trouver ça. Ce document vient du fonds du Père Piat. C'est au début du XXe siècle qui a évangélisé voilà quelques villages Yi. Et qui a documenté tout ce qu'il y voyait, parce qu'il était bien évidemment le premier occidental à se rendre auprès de ces populations. Voilà un autre exemple de travail ethnographique. Là, c'est un missionnaire qui s'appelle le Père Dourne, qui se trouvait auprès des Jorai, donc on est au centre du Vietnam, au milieu du XXe siècle, et il a écrit une histoire de l'Église en Jorai, langue qui ne s'écrivait pas. Donc, vous voyez, il l'écrit en caractère latin. Et c'est assez amusant parce qu'il prend pour décrire Saint-Pierre le terme de Potao, qui veut dire, en fait, qui désigne vraiment le chef spirituel chez les Jorai encore aujourd'hui. Donc, bah, voilà, c'est assez logique. Voilà, donc je passe rapidement sur tous ces travaux linguistiques. Les missionnaires des missions étrangères pour beaucoup de zones et d'idiomes asiatiques, ont été les premiers à documenter ces langues et à imprimer les premiers lexiques voilà, au sein de leurs propres imprimeries missionnaires. Vous voyez, imprimerie de la mission à Saïgon, ou alors, voilà, ils avaient aussi une grosse imprimerie à Hong Kong. Donc, le fond photographique est extrêmement riche. Là, c'est un photoreportage d'un épisode tragique après l'offensive du Tet au Vietnam en 1968. Il n'est pas très représentatif. Je veux dire, la plupart du temps, on a des photos qui sont très, on va dire, institutionnelles, des portraits de missionnaires, des portraits de groupes, des cérémonies comme des ordinations épiscopales, etc. Là, pour le coup, c'est un missionnaire qui a vraiment senti qu'il fallait documenter la grande histoire, en plus extrêmement tragique, à travers ce reportage. Voilà, je parlais d'imprimerie et on en a déjà beaucoup parlé, les périodiques propres à l'institution pour son rayonnement interne, enfin sa communication interne et son rayonnement externe. Nous en avons aussi plusieurs titres qui sont notés sur ce schéma et on a fait le choix de tout mettre en ligne, tout a été numérisé et on a une bibliothèque numérique sur notre site, donc vous pouvez consulter tous ces périodiques directement depuis chez vous. Et on a un petit fond aussi audiovisuel. Alors, j'ai quand même mis le père Launay, Adrien Launay, qui est, alors pas du tout le premier archiviste, il y a toujours eu un archiviste au MEP, mais lui, il a pendant 50 ans, il a fait travailler tous les séminaristes qui à l'époque étaient très nombreux pour décrire à la pièce l'intégralité des documents d'archives disponibles à ce moment-là. Donc c'est une source qui est, enfin voilà, un instrument de recherche qui est encore très utilisé pour nous, qui n'avons pas les moyens de faire des instruments de recherche aussi précis. Mais on en fait quand même, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Alors nos fonds sont, enfin en gros le cadre de classement de nos fonds, c'est on a une partie plutôt biographique sur les dossiers personnels des pairs et une partie par mission, donc on travaille par pays de mission. Là je vous ai mis un exemple, c'est la mission du Vietnam et le plan de classement pour chaque mission, c'est diocèse par diocèse. Voilà pour la mission du Vietnam. Alors toutes nos archives en fait ont été classées au début du XXe siècle, donc il y a une très bonne connaissance du fonds qu'on appelle nos fonds anciens jusqu'au début du XXe siècle. Ah oui, pardon, une parenthèse très importante, il n'y a pas eu de saisie révolutionnaire aux missions étrangères à de très rares exceptions parce que le fait que les missions étrangères aient toujours eu une activité hors de France, du coup n'intéressait pas voilà les personnes qui ont fait ces saisies révolutionnaires. Donc on a notre fonds a gardé toute son intégrité depuis le XVIIe siècle. Donc nos instruments de recherche sont sur France Archives et aussi sur notre site et tout est consultable en salle de lecture. En termes de délai de communicabilité, alors on a fait un choix qui vaut ce qu'il vaut, mais bon, on s'est aligné en fait sur les délais d'ouverture des archives vaticanes, pontificales, qui sont aujourd'hui ouvertes jusqu'à la fin du règne de Pie XII, donc 1958. Donc quand vous venez aux missions étrangères, tout est ouvert librement jusqu'à 1958. Tous les documents produits après 1958 peuvent être accessibles sous forme de dérogation et nous sommes assez généreux en dérogation tant que la demande est effectivement motivée par un sujet de recherche clair. Bon voilà, je montre quand même mes chers collègues qui travaillent sur les documents et voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On essaye de mettre pas mal de contenu sur Facebook, sur LinkedIn. Voilà, chaque semaine, chaque mois, on fait des éclairages sur tel ou tel document, sur tel ou tel épisode historique grâce à des stagiaires dont on est là et qui travaillent très bien. Je termine juste sur les sujets de recherche potentiels.
Ce qui est très intéressant aux missions étrangères, c'est qu'on peut aujourd'hui, on va dire que les dynamiques historiographiques sont en notre faveur et c'est très bien, c'est-à-dire enrichir la connaissance de l'institution, la connaissance des relations franco-asiatiques. Grâce aux archives des MEP, on peut faire une histoire connectée, ça c'est sûr, une histoire transnationale, et on peut surtout penser tout en un éventail de flux du XVIIe siècle à aujourd'hui, des flux financiers. C'est intéressant de savoir connaître les financements des missions qui sont souvent liés à des financements politiques aussi, les flux intellectuels, les échanges de connaissances. Et là, j'ouvre un sujet qui peut être vraiment passionnant, c'est les missionnaires comme correspondants des institutions savantes françaises, l'École française d'Extrême-Orient, le Collège de France, dès le XVIIIe siècle, même le XVIIe siècle, et le Muséum d'histoire naturelle pour tout ce qui est collecte d'espèces. Ça, il n'y a pas eu de travail de fond qui a été fait là-dessus, ce serait passionnant. Les flux linguistiques, mais aussi l'histoire politique et militaire, à la fois au regard de l'expansion coloniale européenne, mais aussi des colonisations intra-asiatiques. Je pense par exemple à l'occupation du Manchukuo ou de la Corée par le Japon. On a beaucoup de sources là-dessus qui sont différentes des sources locales, qui restent encore à découvrir. Voilà, je vais m'arrêter là, pardon, j'ai dépassé le temps. Mais merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup. Je vais récupérer un micro. Merci à toutes les deux. Je dois dire que j'avais voulu faire venir effectivement l'archiviste des missions étrangères de Paris parce que je connais le père Landry Védrenne. Ah bah oui. Voilà, et donc on avait parlé ensemble et il m'avait dit, oh là là, il y a énormément d'archives, il faudrait envoyer des chercheurs, voilà, en faire venir. Et puis je voulais aussi avoir une congrégation féminine, donc merci d'être intervenu. C'est très bien parce qu'effectivement l'histoire des femmes est quelque chose qu'il faut mettre en avant et l'histoire des congrégations religieuses féminines me semble aussi importante. Donc voilà. Mais non, Landry Védrenne, on en avait pas mal parlé. Il est maintenant archiviste à Rome, mais je sais qu'il vient de temps en temps à Paris. Donc ça me fait plaisir de pouvoir le saluer de cette manière. On a un tout petit peu dépassé le temps. Il est 12h15, mais ça n'empêche qu'on a un petit peu de temps, on va dire 10 minutes pour des questions. N'hésitez pas. Et sinon, en attendant qu'il y en ait qui viennent, je voudrais juste revenir sur ce qui s'est dit tout à l'heure, parce que on a parlé pas mal des archives des Dominicains. Les Dominicains, je le connais bien, mais pour les dire qu'il faut pas hésiter quand on fait un travail en histoire politique éventuellement, à aller voir aussi ailleurs dans les archives des Dominicains. On a parlé de direction spirituelle et justement, c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'on peut trouver. Moi, j'avais trouvé, grâce à Caroline Muller, des archives que je ne connaissais pas. Le Père Janvier, les papiers du Père Janvier, donc qui a été directeur spirituel, notamment de Jacques Piou et d'Albert Demain. Donc on trouve dans les archives dominicaines, il faut pas s'arrêter à l'aspect direction spirituelle. Ils ont été effectivement, été directeurs spirituels de personnalités politiques ou de membres de la bourgeoisie. Mais en fait, dans les archives, dans leurs correspondances qui ont été conservées, on trouve bien autre chose. Et c'est vrai que c'était extrêmement intéressant, notamment au moment de la séparation, ce qu'on peut trouver dans les archives du Père Janvier, venant de Piou, autour de l'Action française, notamment, et puis Albert Demain, donc dans ces papiers-là, notamment. Mais j'ai pas tout exploité, j'ai pas tout exploité, tout exploré, mais donc il faut pas s'arrêter à l'aspect, c'est la direction spirituelle, donc ça va pas nous intéresser au niveau politique. Ça peut être intéressant déjà à ce niveau-là, mais on trouve d'autres éléments qui ne concernent pas la vie spirituelle, mais plus la vie, effectivement, l'histoire religieuse du pays. Voilà. Oui. Allez-y. Oui. Je m'appelle Elisabeth. Je travaille sur un projet à la maison mère de la congrégation de Saint-Vincent de Paul. Il y a un petit musée qui est dedans. Je suis américaine. Et donc, cette question, c'est peut-être pour tout le monde. On a beaucoup discuté les archives en 2D, mais on n'a pas discuté du tout des objets. C'est quoi votre rapport avec les objets? Moi, je suis historienne de design, donc ça m'intéresse beaucoup. Je suis muséologue. Et donc, c'est quoi votre rapport avec... Oui, toujours. Beaucoup d'objets. Je vous réponds parce qu'aux missions étrangères, on a
une question muséographique. Merci pour votre question qui est passionnante. Effectivement, on a un certain nombre d'objets qui sont soit des objets cultuels, en particulier des reliques, mais soit aussi des objets issus de collectes ethnographiques de missionnaires. Et en fait, au MEP, il y a toujours eu un musée qui a eu une évolution. C'était une salle des martyrs, donc avec au départ vraiment des reliques, un lieu de vénération, qui a glissé petit à petit en une salle d'histoire de l'institution, avec toujours ce schéma un peu hybride. Voilà, enfin, vous êtes la bienvenue si vous voulez venir voir, ça pourra vous intéresser. Ouais. En général, parce que enfin, je sais que Saint-Sulpice, ils ont tout un patrimoine lié à l'art sacré, ça peut être des peintures, ça peut être des objets de culte, ça peut être des reliques. Il ne faut pas hésiter à avoir le réflexe aussi de consulter les congrégations au niveau de la recherche en histoire de l'art. À dire, et puis ces institutions religieuses ont un patrimoine, ça me paraît assez important. Et je voulais aussi renchérir sur la question je pense aux jésuites et aux MEP, sur la question des recherches linguistiques sur les langues. Effectivement, vous êtes connu pour avoir constitué des dictionnaires dans toutes les éditions. Dans une moindre mesure, c'est vrai aussi du côté de Saint-Sulpice. Ça va peut-être la province du Canada à Montréal, avec spécialisé dans cette question-là, avec les missionnaires sulpiciens ont constitué de véritables dictionnaires de langues autochtones amérindiennes. N'hésitez pas à passer par nous et puis on redirige vers les archivistes des autres. Voilà. Sur les musées, je rebondis parce que je suis allé il n'y a pas très longtemps à la BIS, Bibliothèque de la Sorbonne, et il y a une exposition en ce moment, ça avait donné lieu à un colloque il y a quelques années, sur les religieuses en boîte, enfin en tout cas les boîtes confectionnées par des religieuses. Donc c'est un élément qui est effectivement très intéressant. Ça avait été découvert, mis en valeur par des collègues. Et en fait, le livre a eu un tel succès qu'il y a eu une exposition pendant un mois à la bibliothèque, et l'exposition est absolument passionnante. Ça montre aussi quelle était la vie quotidienne de religieuses qui mettaient en fait en avant et qui mettaient un peu en scène leur vie personnelle. Mais tout ça en plus avec des fabrications très très originales. Il y a des cellules de moniales qui sont sculptées dans des noix de coco ou dans des œufs d'oie. Donc c'est quand même très 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 singulier. Il y a la mort de Thérèse d'Avila également. On a l'impression d'une maison de poupée. Enfin et tout ça c'est mis en avant. Donc oui, c'est très très intéressant. C'est aussi un élément qui pourrait, qui montre qu'il y a des axes de recherche qui pourraient tout à fait être mis en valeur, des axes nouveaux. Voilà. Rémi, non, j'ai cru que- Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Bon, ça peut peut-être porter sur la période moderne d'ailleurs, hein. Bon, alors. Il me reste à remercier de nouveau tous les archivistes d'avoir bien voulu participer à cette matinée. Ça a été enregistré normalement, si ça a bien voulu fonctionner. Donc ça sera mis en ligne et donc les différents enseignants pourront, enfin les étudiants pourront s'y reporter. Voilà, je regrette un peu qu'il n'y ait pas eu plus d'étudiants présents, mais ça sera voilà pour une première. C'était déjà très bien et merci donc à tous et bonne suite de journée. Voilà. Merci.